Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française. Pour nos chers auditeurs qui viendraient de nous rejoindre, je me permets de leur adresser tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès pour cette année 2021. Ce soir, chers auditeurs, nous arrivons à la dernière partie de notre émission. Nous allons évoquer toujours la crèche. C'est un petit peu ma transition, un peu surprenante, vous allez voir, pour parler de la Légion étrangère. C'est une façon de rendre hommage à ces soldats qui se battent au Mali. Et puisque la Légion étrangère y est engagée, vous le savez, il y a eu beaucoup malheureusement de tués, trop de tués dans cette région du Mali. Et pour parler de la Légion étrangère et de son histoire, j'ai le plaisir ce soir d'avoir en ligne Mélanie Courtemanche d'Encausse, qui a fait toute une thèse sur l'histoire de la Légion étrangère et qui se trouve au Canada. Nous allons la voir du Canada. Et puis nous allons avoir également Laurent Cailloux, qui est légionnaire, et lui nous allons l'avoir en direct. Il est déjà en direct également, me dit-on, et il se trouve évidemment, chers auditeurs, en Guyane française. Alors, nous avons déjà Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, chère Mélanie, heureux de vous entendre. Très bonne année. Bonne année à vous aussi, merci. Merci. Et puis, nous avons également Laurent Cailloux. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonne année. Merci beaucoup, cher Laurent, à vous aussi. Alors, tout d'abord, nous allons entendre, si vous voulez bien, galanterie oblige, cher Laurent, Mélanie, qui a quelques petits mots d'introduction à nous dire sur notre thème de ce soir, qui est la Légion étrangère. Oui, j'ai dit Légion d'honneur tout à l'heure. Légion étrangère, excusez-moi pour ce lapsus, chers auditeurs. Oui, voilà, donc... Pour le temps des fêtes, j'avais choisi d'évoquer la tradition de la crèche à la Légion étrangère parce que aujourd'hui, on habite dans un monde qui est totalement dénué d'absolu. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, le fait de mourir pour la patrie ou au service de la patrie, de la France, est un tabou. Et le monde militaire, en général, peut parfois être mal vu. Et donc, comment dès lors percevoir ces hommes qui viennent à la Légion en quête de renouveau, de refuge, d'aventure, de la vie tout court? J'ai trouvé que parler de la crèche était un bel hommage à leur rendre. Et donc, voilà, on s'imagine la Sainte Famille dans sa simplicité originelle, qui se trouve réfugiée, entre autres, au creux d'un képi blanc, par exemple, sinon abritée sous un paravent tricolore ou encore nichée dans le sable du désert malien. Et puis, c'est que pendant tout le mois de décembre, les légionnaires se préparaient à célébrer Noël en fabriquant des crèches par des moyens improvisés, surtout s'ils sont en opération extérieure. Et donc, c'est un rituel qui perdure depuis plus de 50 ans. Et un jury composé d'officiers, de civils et de aumôniers évalueront les créations de chaque compagnie pour élire la meilleure selon des critères de qualité, d'originalité et de symbolique. C'est-à-dire que je vous interromps 2 secondes, excusez-moi Mélanie. Ça veut dire que concrètement, qu'ils soient juifs, musulmans ou païens, ou laïcs, pardon, laïcs non plus, excusez-moi, décidément ce soir je suis fatigué. Oui, voilà, excusez-moi, bouddhistes ou autres, bref, peu importe, ou non-croyants, ces personnes, ces légionnaires ont pour tradition de réaliser une crèche, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, il faut le rappeler, ce sont des hommes qui proviennent de plus de 150 pays différents. Ils ont tous des coutumes, des traditions différentes, des croyances aussi. Vous l'avez dit, ils peuvent être athées, chrétiens, juifs, musulmans ou encore bouddhistes, je ne sais pas. Et donc, ils se réunissent ensemble pour fabriquer cette crèche et participer à cette tradition chrétienne qui évoque la Légion étrangère. Donc, bien sûr, cette tradition dépasse la question de la foi. Les légionnaires ne sont pas obligés d'être croyants, chrétiens. Ce n'est pas une question de prosélytisme. C'est une question de participer et de respecter le sens de la tradition, qui est aussi une vertu évoquée dans le code d'honneur de la Légion étrangère. Et donc, cette tradition de la crèche
sert aussi des fonctions pratiques. Donc, d'abord, il y a cette fonction de bâtir, de construire l'esprit de corps, qui est important partout dans l'armée française, il faut le souligner. Mais c'est surtout important à la Légion étrangère parce que, comme j'ai dit, les hommes proviennent de 150 pays différents. Donc, il faut quelque chose, des rites, des rituels qui vont souder les hommes. Et puis, ensuite, c'est aussi une question de souligner la valeur de la fraternité. Et donc, on sait bien, la Légion étrangère, on n'abandonne pas son frère d'armes. Et puis, on sait que la sélection peut être très difficile. C'est un grand bousculement dans la vie d'un homme à la Légion. Et puis, c'est peut-être la première fois qu'un légionnaire va passer Noël loin de sa famille. Il y a aussi peut-être sans doute des légionnaires qui n'ont plus leur famille et qui viennent à la Légion étrangère chercher cet exemple de solidarité et de fraternité. Et donc, la crèche n'est pas qu'une activité de bricolage, loin de là. Ça a une symbolique très précise et ça représente une option qui n'est pas du tout abstraite. C'est du concret et souvent, c'est une valeur vécue dans la chair. La devise de la Légion étrangère, Legio Patria Nostra, la Légion notre patrie, prend alors tout son sens. Bah écoutez, c'est très joli. Alors, moi, je voudrais revenir justement par rapport à vos propos et je voudrais interroger Laurent Cailloux. Cher Laurent, cette histoire de crèche est vraiment très amusante. Et donc, ça veut dire concrètement que cette année, vous-même, vous avez participé à la création d'une crèche et il y a un concours. Vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, pour l'histoire du concours, en fin de compte, quand on est dans les régiments de combat, on a au moins une crèche par section. Et les meilleurs, donc 2, on va dire, par compagnie, vont être montrés, donc sélectionnés. Et à la fin, on retrouvera, niveau régimentaire, simplement, on va dire, les 3 premiers. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment pas mal d'idées, que ça soit sur des crèches vivantes. Ah oui, carrément. Le cas. Ouais. Oui, c'est-à-dire que bon, ça peut être un ancien légionnaire qui est sur le côté, donc on le voit avec la tenue d'époque, Indochine ou n'importe quelle, et qui explique les combats. Par exemple, j'étais en Indochine, on voit, on va dire, un relief de l'Indochine avec les bombes partout, et les gens fêtaient quand même aussi, même pendant les périodes de guerre, on fêtait Noël. Et ça, c'est pour montrer aux gens qu'en fin de compte, que ce soit en France, en temps de paix, en temps de guerre, dans le monde entier, on a toujours fêté Noël. Donc vraiment une tradition importante, et c'est l'une des plus grandes fêtes qu'on puisse faire à la Légion, c'est Noël et la fête de Cameroun, la fête de la Légion. Et après, en troisième plan, je mettrais, on va dire, la fête du régiment, qui est spécifique à chaque régiment, bien sûr. Ah oui, donc c'est une fête chrétienne et qui est très importante chez vous, alors ? C'est ça. Ah bah écoutez, c'est merveilleux d'entendre ça. Qu'on soit, on va dire, de n'importe quelle religion, n'importe quel pays, non, c'est tout le monde fait Noël. Et mais tout le monde respecte ça. Tout le monde respecte ça. Bien volontiers, ou parfois vous sentez qu'il y a des résistances ou des réticences, pardon, de certains ? Non, il n'y a pas de... Non, pas du tout, non. Pas du tout. Non. Oui. C'est vraiment une fête, voire des fois dépasse la religion, et c'est vraiment une fête de famille, on va dire. Oui, c'est très joli. Alors, voilà. Donc ça, c'était notre introduction en quelque sorte, chère Mélanie. Et je voudrais que vous nous rappeliez, l'origine de la Légion étrangère. Comment s'est-elle créée ? Et est-ce qu'elle avait déjà la force qu'elle peut avoir aujourd'hui ? Ce côté même déjà atypique par rapport aux autres corps d'armée. Bien sûr. Donc, j'ai toute une histoire à vous raconter qui va illustrer la spécificité de la Légion étrangère, cette exception française. C'est une histoire qui commence en 1831.
Le roi Louis-Philippe cherche d'abord une solution pour la protection et le développement de l'Algérie, une colonie acquise l'année précédente. Et je dis bien la protection de l'Algérie, bien sûr, mais aussi le développement, car pour coloniser, il faut sur le territoire des ponts, des routes, des écoles, des hôpitaux, des tunnels, et les légionnaires aident à réaliser tout ça. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au départ, les légionnaires étaient surtout connus en tant que soldats bâtisseurs et premiers vecteurs de la France qui se voulait civilisatrice. Alors, Mais juste, la Légion étrangère... je vous interromps, Oui. excusez-moi, chère Mélanie. Ça veut dire concrètement que si les légionnaires ont été appréciés, et Laurent peut tout à fait intervenir, cher Laurent, n'hésitez pas, ça veut dire concrètement que si les légionnaires étaient aussi appréciés, c'est parce que aussi c'était des bâtisseurs? Absolument, absolument. Oui. Ouais. Et puis, quand je dis qu'ils ont aidé à construire des écoles et des hôpitaux, vraiment, à Alger, par exemple, à Sidi Bel Abbès, ils ont aidé à construire des cités entières. Ah oui, carrément, ouais. Alors, puis, je vous écoute, oui, Mélanie. Oui, bien sûr. Mais la Légion étrangère est également créée pour une autre raison, moins connue, et c'est qu'il s'agissait d'une solution pour pallier à un problème d'immigration de l'époque, car des étrangers arrivent par vagues et cherchent du travail. On a donc créé, sous l'impulsion du maréchal Soult, la Légion étrangère, qui se veut un régiment composé d'étrangers au service de la France. Les légionnaires, bien sûr, se distinguent lors des campagnes au Tonkin, en Crimée, mais s'il y a un événement qui fera connaître le nom de la Légion partout dans le monde, c'est Cameroun. Si c'est le roi Louis-Philippe qui a accordé l'acte de naissance, la bataille de Cameroun en est le baptême. L'événement survient lors de la campagne du Mexique, le 30 avril 1863, lorsque 62 légionnaires affrontent, retranchés dans une hacienda, plus de 2000 soldats mexicains. Il ne restera que 3 survivants à bout de munitions, mais les légionnaires auront infligé de très lourdes pertes à leurs adversaires, presque 500 morts et blessés. Et un colonel mexicain dira même des légionnaires, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Cet événement est célébré aujourd'hui annuellement, mais pourquoi donc est-il perçu comme l'acte fondateur du mythe légionnaire? Eh bien, c'est parce que le serment légendaire du capitaine d'Anjou, celui de défendre leur position jusqu'à la mort, un serment prêté par 62 légionnaires, donne le ton épique à cette unité d'élite de l'armée française et appelle déjà à l'actuelle devise de la Légion, honneur et fidélité. D'ailleurs, à de bien nombreuses reprises de leur histoire, les soldats de la Légion étrangère n'hésiteront pas à faire Canron, c'est-à-dire se battre jusqu'à la mort comme leurs aïeux. Et puis ensuite, ils participent à la guerre franco-prussienne où ils se battent courageusement, mais c'est à la Grande Guerre qu'ils s'illustrent et font connaître le nom du régiment dans toute la France. Et puis tout commence au mois d'août 1914, donc à peine quelques jours suivant l'annonce du conflit, car un groupe d'écrivains, dont Blaise Cendrars, rédige un appel aux étrangers vivant en France. Et j'encourage tous les auditeurs à lire ce texte, qui est d'une extraordinaire beauté. Les écrivains étrangers demandent en somme que ceux qui avaient bénéficié de la générosité et de l'accueil en France aillent se battre pour elle. L'appel est placardé dans tout Paris et laissez-moi vous dire que l'accueil est triomphal. Le lendemain, 4000 étrangers se présentent aux Invalides pour se mettre au service de la Légion étrangère en signant un contrat pour la durée de la guerre. Et puis des vagues d'engagement se succéderont pour un cumul de plus de 40 000 volontaires étrangers. Blaise Cendrars joint l'action à la parole et s'engage lui aussi. C'est d'ailleurs la Légion qui inspirera plusieurs de ses ouvrages, dont La main coupée. Et il y a bien sûr des étrangers également venus de par le monde pour s'engager à la Légion. Je pense notamment à Alan Seeger, le poète américain, et un journaliste québécois, Paul Caron, qui avait, lui, le rêve de se battre en tant que légionnaire plutôt que de s'engager au régiment canadien-français. C'est tout compte fait. C'est une Canadienne qui nous dit ça. Oui, voilà. Très fièrement aussi. C'est tout compte fait une très belle part de l'épopée légionnaire et la Légion en sortira avec un des 2 drapeaux les plus décorés de toute l'armée française. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Légion continue d'être un des grands joyaux de l'armée et de nombreux étrangers n'hésitèrent pas à se joindre à cette célèbre unité de combat. Et puis, je tiens absolument à souligner l'engagement du prince Louis-Napoléon ainsi que du comte de Paris, Henri d'Orléans, à titre de simples légionnaires pour échapper à la loi d'exil et servir leur patrie.
Et puis, on voit que la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, comme on dit la 13e DBLE, est d'ailleurs la première unité à se rallier au général de Gaulle pour qui la Légion représentait, et je cite, l'orgueil de la France. On pense aussi au combat mythique de Bir Hakeim, où les soldats de la Légion combattirent 1 contre 10 face aux troupes de Rommel. Et c'est là que le prince géorgien Dimitri Amilakvari, qui servit à la Légion, dit « Nous, étrangers, n'avons qu'une seule façon de prouver à la France notre gratitude pour l'accueil qu'il nous a réservé, nous faire tuer pour elle. » Il n'y avait pas là de 20 mots, car il est mort pour la France à la bataille d'El Alamein quelques mois plus tard. Et bien sûr, on passe par la guerre d'Indochine, qui sera sanglante et terrible pour la Légion, qui ne manqua pas pourtant de briller par son courage. On pense entre autres à la bataille de Dien Bien Phu en 1954, où les légionnaires sont parachutés pour défendre les positions françaises sans espoir de secours ni de renfort. Bon nombre d'entre eux seront capturés par le Viet Minh et passeront par l'enfer des camps de rééducation. D'ailleurs, la majorité y périra, alors que les autres seront obligés d'abandonner les habitants voués à une mort certaine, à qui pourtant la France avait assuré une protection. Bien sûr, les Français connaissent surtout la Légion étrangère à cause de la guerre d'Algérie et plus particulièrement son dénouement. On se souvient du putsch des généraux en 1961 qui ne concerne au final, je dois le dire, que très peu d'effectifs. On pense d'ailleurs trop souvent que ce sont des soldats sanguinaires qui tenaient à la colonisation coûte que coûte et qui souhaitaient participer à l'OAS, mais c'est faux. Il faut rappeler que ce sont des hommes, comme le commandant Élie de Saint-Marc, qui, ayant participé au combat d'Indochine, conservaient le souvenir pénible d'avoir déjà abandonné un peuple aux actes barbares de l'ennemi et voulaient éviter une autre atteinte à l'honneur de la France et de ses promesses non gardées. De Gaulle, suite au putsch, avait voulu dissoudre la Légion étrangère au grand complet, mais c'est grâce à Pierre Messmer, ancien légionnaire, qu'à l'exception du 1er régiment étranger des parachutistes, la Légion fut épargnée. Et finalement, ce n'est pas sans peine qu'elle quittera l'Algérie, qui aura été sa maison mère durant 130 ans, pour installer son commandement à Aubagne. Et depuis, la Légion n'a pas cessé d'épater la France et le monde lors de diverses opérations. On pense au sauvetage à Kozizi en 1978, ses missions au Tchad, au Rwanda, au Centrafrique, à Sarajevo, l'Afghanistan et bien sûr, le Mali aujourd'hui. Enfin, la Légion étrangère se distingue non pas seulement par son recrutement, comme on l'a déjà mentionné, mais aussi par sa vitesse et sa force de frappe qu'on peut déployer en un temps record pour participer à toutes les opérations où la France se dit présente. Et voilà, l'histoire de la Légion étrangère. C'est super joli et c'est d'autant plus touchant que Mélanie, je le rappelle, vous êtes à nos auditeurs, Mélanie Courtemanche d'Encausse, vous êtes canadienne. Alors certes, vous êtes touchée puisque vous avez une personne qui vous est très proche, qui souhaite, qui prévoit de rentrer à la Légion étrangère, enfin qui aimerait y rentrer, et on lui souhaite de pouvoir y rentrer. Mais c'est très touchant quand ça vient d'un de nos cousins canadiens. Merci beaucoup, chère Mélanie. Alors, Laurent, quelques petits compléments sur l'action de la Légion étrangère de votre part. Qu'est-ce que vous souhaitez compléter avant que je ne commence à vous harceler de questions, l'un et l'autre? Alors, tout à l'heure, il y avait un petit manque qui était quand même assez important par rapport à Noël. C'est que, on va dire, du légionnaire qui vient d'arriver au général, Noël, on le fait ensemble. Ah oui, voilà. Tous ensemble. Oui, c'est vrai que les officiers et soldats sont tous ensemble. Oui, absolument. Et est-ce que tout le monde participe à la messe? Que j'ai vu qu'il y avait c'est un prêtre breton actuellement, non? C'est pas obligé. C'est pas obligé. D'accord. Ensuite, il y a la distribution des cadeaux. Ah, tout le monde a un cadeau? Tout le monde a un cadeau. Donc, il y a le cadeau régimentaire, compagnie. C'est-à-dire? Qui est distribué. C'est-à-dire que donc les compagnies vont acheter... va dire, je ne sais pas, une lampe, le régiment, ça sera un sac à dos, ou des choses qui vont être utiles, on va dire. Voilà. Et le plus important, c'est la distribution. On commence toujours par le plus jeune, en grade. Le jeune légionnaire, le plus jeune, il sera le premier
à recevoir son cadeau. Donc, ça peut être donné par son commandant unité, voire directement, des fois, par le chef de corps. Et après, on monte à rapport au grade, et forcément, le dernier au régiment à recevoir son cadeau, et forcément le colonel. Le colonel. Et le général est là ou pas? Pas souvent, si? Il peut être là? Il est toujours dans un régiment. Tous les ans, il est dans un régiment. Ça peut être au bagne, ou il peut choisir d'être ailleurs, mais le général est toujours présent. D'où le nom de le Père Légion. Voilà. Et le Père Légion Donc, est... Oui, pardon, allez-y. Le Père Légion est le commandant de la Légion étrangère. Et alors, donc oui, c'est vraiment joli cette fête de Noël. Alors, vous l'avez dit, il y a des cadeaux comme ça, mais est-ce qu'il y a des cadeaux personnels? C'est-à-dire, est-ce que entre légionnaires, vous faites des cadeaux ou pas? Ça arrive des fois d'en recevoir, oui, mais pas souvent. Et surtout, on va dire, au niveau vraiment spécifique Légion. Et tout le monde ouvre ses cadeaux ou chacun regarde le cadeau, l'autre, son compagnon ouvrir le cadeau, son cadeau? C'est les mêmes. Je vous rassure, c'est les mêmes. Ah, voilà. Sont les mêmes cadeaux pour tout le monde et donc tout le monde ouvre en même temps alors? Oui. Ah oui, d'accord. Et il n'y a pas de cadeau spécifique, je veux dire, pour chacun? Non. Oui. Non, le spécifique, même pas, je dirais pas spécifique, parce que ça peut être un rapport à la catégorie, donc militaire du rang, sous-officier ou officier. Où là, ils auront vraiment, un rapport à leur grade, un cadeau spécifique. Oui. Alors, sinon, sur le côté historique, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, cher Laurent? Puisque je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes à la Légion et que vous êtes en ce moment à Cayenne. Oui, donc je voulais on va dire, faire un clin d'œil donc à Lazare Ponticelli. Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, vous nous rappelez, vous rappelez à nos auditeurs, oui, s'il vous plaît. Alors, c'est un Italien, on va dire, qui a quitté son Italie natale, qui ne sait pas lire, ni lire ni écrire. Il est parti à Paris faire aider pour les constructions, puisqu'à l'époque, en 14, on va dire, beaucoup d'Italiens faisaient, on va dire, des travaux assez périlleux, niveau hauteur surtout, pour faire des immeubles, etc. Et lui en 14, donc début de la guerre, donc Ponticelli, le légionnaire Ponticelli s'est engagé à la Légion. Et plus tard, il a créé son entreprise Ponticelli, grande entreprise internationale, voilà, vraiment une grosse fortune. Et il a été le dernier militaire français de 14-18. Oui. Donc il a été enterré, c'était 2007, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était le dernier militaire dernier soldat, dernier français qui avait participé à la guerre 14-18. Et c'est extraordinaire puisque c'était un légionnaire. Et c'est extraordinaire que voir que finalement un légionnaire être le dernier survivant, entre guillemets, de ces soldats qui ont traversé cette terrible guerre. Terrible guerre. Voilà. Il y avait aussi donc des grands noms. Donc Mélanie parlait du comte de Paris, mais en fin de compte, elle a. Je croyais que moi c'était. Je croyais que c'était le comte de Chambord. En fin de compte, non, il y a eu Henri. Alors, si on prend le plus récent, c'était Henri VII, donc qui est mort il y a environ un peu plus d'un an. Voilà. Il était officier pendant la guerre d'Algérie. Oui. Son père était sergent pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc Henri VI. Et le père d'Henri VI donc, a voulu rentrer dans l'armée française, où malheureusement il a été refusé pour la Première Guerre mondiale.
mais il a donné des bâtiments pour pouvoir aider les blessés de guerre à être soignés. Et plus tard, il a été récompensé d'ailleurs de la Croix de guerre pour le travail qu'il avait fait. On lui a demandé, si vous voulez, qu'il soit remboursé des maisons qui ont été détruites, qu'il avait prêtées. Il a dit non, c'est pour la France. Alors. Malheureusement, on n'a pas été très reconnaissant. Non. Non. Bon, maintenant, nous avons encore Jean IV. Voilà. Donc le représentant de la branche Orléans. Oui. Vous vouliez dire quelque chose, excusez-moi Mélanie, me corriger sur une erreur Non. Quand je parlais du comte de Chambord. Oui, mais pour souligner 2 points. D'abord, effectivement, donc le comte de Paris avait contracté un engagement avec la Légion étrangère au début de la guerre. Une fois l'armistice annoncé, il avait été démobilisé. Donc, sa participation à la Légion étrangère était quand même limitée. Oui, très courte finalement. Je peux souligner, par exemple, que Louis Bonaparte, qui avait aussi contracté un engagement à la Légion étrangère, avait été démobilisé lui aussi suite à l'armistice, mais lui avait fait partie de la résistance par la suite. Donc, tous les deux, de leur côté, chacun à leur manière, ont persisté dans une certaine forme de service à la France, même après la démobilisation. Et mon second point, je voudrais aussi rappeler que M. Caillou avait mentionné Lazare Ponticelli, qui était le dernier poilu survivant de la Grande Guerre et qui était légionnaire. On peut faire le parallèle très intéressant également avec Hubert Germain, qui aujourd'hui réside aux Invalides et qui est le dernier des compagnons de la Libération et qui avait été légionnaire. Donc, ce sont des personnages qui, comme ce sont les derniers survivants, contribuent aussi au mythe légionnaire en quelque sorte. Un parallèle très intéressant dans tous les cas. Absolument. Alors, moi je voudrais, c'est maintenant évoquer maintenant qu'on a évoqué entre guillemets les grandes lignes de la Légion étrangère, je voudrais évoquer avec vous les terrains de combat où se trouvent actuellement nos soldats. Et puis après, je voudrais évoquer également avec vous un autre sujet qui est celui de l'entraînement, du fameux entraînement dont on parle du côté même sélection. Comment est-ce qu'on rentre dans la Légion étrangère? Mais tout d'abord, je voudrais savoir, actuellement, la Légion, elle est présente où? Elle se bat où pour la France, au nom de la France? Je crois qu'il vaudrait mieux laisser la parole à M. Caillou dans ce cas. Je vous invite, M. allez-y. Donc, pour les plateaux d'opération, nous avons beaucoup de pays. Que ce soit pour le Moyen-Orient, nous avons les Émirats arabes unis, l'Irak, le Liban, voire même la Jordanie. J'étais personnellement à Oman aussi. Voilà. Après, nous avons aussi surtout l'Afrique. C'est surtout les pays que moi j'ai fait en tout cas. C'est vraiment divers. Ça peut être pour l'opération Barkhane, les anciennes opérations, nous avons vraiment le Gabon, nous avons le Tchad, nous avons pas mal de pays, Centrafrique, Mali, etc., Sénégal, Gabon, Djibouti d'ailleurs, très beau pays aussi. Voilà. Nous avons aussi après tout ce qui est Guyane et prêt à intervenir au cas où dans les pays à côté. Je pense surtout à Haïti. Il y a quelques années, il y a eu un ouragan qui est passé. On est intervenu pour aider les gens dans la misère. Donc il y a vraiment beaucoup de pays. Des fois, ça peut être pour une durée assez limitée, voire de longue durée. Est-ce qu'il y a des théâtres, je vais y arriver, d'opérations où vous êtes présent et où on n'a pas le droit d'en parler? Bon, d'accord, ok. J'adore la réponse. Qui ne dit mot consent. Voilà. Ce soir, écoutez, c'est très amusant ça. Mélanie, quelque chose à dire, vous qui êtes à l'extérieur, là-dessus?
Et donc, je suis au courant, moi aussi, que la Légion est présente un peu partout, notamment au Sahel présentement. C'est là que ces dernières années, il y a eu plusieurs morts. C'est encore une réalité qui frappe l'armée française aujourd'hui. Et c'est une autre occasion pour la Légion de démontrer toute sa force, toute sa flexibilité aussi, mais aussi tout son courage. Est-ce que quand il y a des... ça pour le coup vous devriez pouvoir, peut-être pas sûr, répondre Laurent Caillou, est-ce que quand il y a par exemple des morts sur le théâtre, dans les théâtres d'opération, est-ce que on les diffuse, on diffuse l'information aux médias ou pas? Il est diffusé, oui. Il est diffusé. Moi personnellement j'ai des copains qui sont morts en opération. Le problème vient surtout, c'est le retour du corps en France. Voilà. Comment expliquer? C'est un peu, nous n'avons pas tous les mêmes critères. Un journaliste est forcément plus important qu'un légionnaire. C'est-à-dire au niveau du corps du défunt, il n'y a pas forcément de retour en France. Si, il va revenir en France, mais la cérémonie sera beaucoup plus belle pour un journaliste. Ah oui, d'accord, oui, évidemment. Un légionnaire. Oui, d'accord. Voilà. Alors, donc, sur cette information, rien à rajouter, ma chère Mélanie? Donc, effectivement, aujourd'hui, dans les médias, on est beaucoup plus touché par... comme M. Caillou le dit, la mort de journalistes, par exemple. Mais il y a, une fois le corps arrivé en France, il y a le rite aux Invalides, où il y a toute une... donc, les gens se rassemblent, il y a un groupe de légionnaires qui porte le cercueil aussi. Donc, c'est un moment très solennel. Et souvent qu'on voit à la télé également. Donc, c'est juste malheureux que ce n'est pas plus diffusé. Et bien sûr, il y a aussi, alors, c'est selon le souhait du légionnaire, mais il peut également être inhumé au carré de Puy-Loubier de la Légion étrangère. Donc, c'est un cimetière propre aux légionnaires. Et là aussi, il y a vraiment... Alors, des traditions reliées à ça. Donc là, vous m'intéressez beaucoup. Je ne savais pas. Donc il y a un carré réservé aux légionnaires morts au combat ou tous légionnaires confondus? Tous légionnaires. Tous légionnaires confondus. D'accord. Peut être enterré ou est enterré? Peut l'être, évidemment. Au choix du légionnaire. Bien sûr. Oui, voilà. Et ça se trouve où? C'est à Puy-Loubier, donc au sud de la France. Donc, j'oublie exactement près de quelle ville, mais... alors, dites donc, Mélanie. Sainte-Victoire, je crois. Comment ça, Mélanie? Vous qui êtes au Canada, que vous connaissiez déjà tout ça, je suis impressionné. Très impressionné. Donc, je crois que c'est tout près du mont Sainte-Victoire, mais on peut me corriger. C'est au pied du mont la Sainte-Victoire. Et en plus, elle a raison. Voilà. Bravo, Mélanie. Bravo. Elle a raison. Et en plus, elle a raison. Et puis, c'est vraiment, si je peux ajouter une toute petite dernière chose, c'est vraiment magnifique. C'est un autre exemple de fraternité que je voudrais souligner parce que les légionnaires aussi prennent soin des tombes. Donc, on voit que les légionnaires qui restent à Puy-Loubier, ça peut être des anciens, des légionnaires qui n'ont plus de famille et qui préfèrent revenir au sein de la Légion. C'est peut-être des anciens combattants qui sont des blessés. Donc, on leur trouve du travail pour qu'ils se sentent utiles et qu'ils contribuent au fonctionnement de la Légion étrangère, qu'ils retrouvent un sens à leur engagement. Et donc, une partie de ce travail consiste pour ceux qui en sont capables physiquement est de prendre soin des tombes. Et donc, on voit qu'il y a ce souci constant de contribuer à la, comment dire, au soutien de la mémoire des morts. Et puis ça montre à quel point la Légion est une grande famille. Absolument, absolument. Laurent, vous vouliez dire quelque chose? C'est souvent la première famille, Alors, je dirais que donc il n'y a pas sapin que Puy-Loubier, mais du moment où il y a un régiment Légion, il y a un carré Légion.
Donc que ça soit, on va dire, Orange, Nîmes, la Guyane, il y a toujours un carré Légion. Mais celui-là est le plus marquant, peut-être. Il est plus marquant parce que on a vraiment des personnages très importants qui sont enterrés. Voilà. Et alors la petite chose de spécifique à Piloubier, disons qu'il y a deux choses. Il y a Piloubier et Auriol. Ce sont des maisons de retraite. Alors pour être dans sa maison de retraite, on n'est pas obligé d'être, d'avoir dépassé un certain âge. Disons qu'il y a des personnes qui peuvent être, dans le besoin, peuvent vivre pendant un certain temps à Piloubier. Pour pouvoir être à Piloubier, il faut avoir fait minimum un contrat de 5 ans. Ou alors, c'est être parti pour raison médicale. Mais vous pouvez venir, même si vous n'avez pas de retraite, vous arrivez à 70 ans, vous dites, tiens, j'ai fait la Légion, c'était il y a 40 ans, 50 ans. S'il y a de la place, on vous prend à titre gratuit. Voilà. Donc c'est quand même assez spécifique qu'on vous donne, un appartement, un studio, je dirais plutôt, avec un lit médicalisé, avec une douche personnelle, la télé, le frigo, le matin, le petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Et le médecin qui vient régulièrement vous voir, plus les femmes de ménage qui viennent changer vos draps. Oui. Tout ça parce que vous avez fait un contrat de 5 ans. Et si vous avez vraiment besoin, vous avez des vraiment problèmes de santé, il y a un véhicule qui vous amènera directement à Aix-en-Provence, qui est à côté. Alors justement, ce contrat de 5 ans, est-ce que la plupart le reconduisent? Comment ça se passe? Oui, souvent ils sont reconduits. Oui. Mais c'est ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons de tout. C'est-à-dire que la personne, qu'elle ait des diplômes, qu'elle n'ait pas de diplôme, qu'elle vienne de je ne sais où, elle peut réussir. Elle peut passer sous-officier, elle peut passer officier. Même si dans son pays, on va dire, la personne était au chômage ou simplement a été en train de nettoyer des gamelles, etc. Il y a vraiment de tout. Donc tout à l'heure, on parlait du comte de Paris, mais il y avait aussi le prince du Danemark, qui est rentré à la Légion étrangère, le prince de Monaco aussi. On a eu un général du Tsar. Donc on a vraiment de tout. On a des artistes, on a des chanteurs, on a vraiment des politiciens français, étrangers. Il y a vraiment, on va dire, vraiment une culture qui se fait à la fin de la Légion étrangère. Vraiment un grand mélange. Oui, j'ai d'ailleurs une anecdote assez drôle par rapport à cette grande variété de professions et d'individus à la Légion étrangère. Après la Première Guerre mondiale et après la Révolution russe, il y avait un grand nombre d'étrangers volontaires à la Légion qui étaient de nationalité russe. Et puis, bon nombre d'entre eux avaient déjà fait une très longue carrière dans l'armée russe aussi. Et puis, maintenant, devaient se chercher autre chose, une autre vocation. Et plusieurs d'entre eux avaient choisi la Légion étrangère. Et à un moment donné, il y a un officier de la Légion étrangère, un général, qui aperçoit un personnage, un légionnaire, un simple légionnaire, d'un certain âge, il faut dire, avec une barbe, et il a l'air très sérieux, mais très propre, et puis très solennel. Et il lui demande, légionnaire, que faisiez-vous avant la Légion? Et le monsieur dit, général, mon général. Et effectivement, c'était un général de l'armée russe. Donc, il y a vraiment de tout dans l'histoire de la Légion. Il y a des artistes, il y a des ex-militaires et tout. Il y a vraiment des parcours hyper intéressants et souvent même assez drôles. Ça donne des bonnes anecdotes. Et puis, je pense qu'il faut surtout avoir beaucoup d'humilité. Quand on est général, recommencer au grade de simple soldat, je trouve ça quand même assez remarquable.
Absolument. D'ailleurs, la leçon d'humilité revient très régulièrement dans le discours de la Légion étrangère. Je pense aussi, par exemple, à Giuseppe Bottai, qui, lui, était un des grands noms sous le régime italien durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, donc, il s'était fait exfiltrer par la Légion et donc on lui a offert la chance de se racheter. Il avait 52 ans, donc il avait déjà une grande carrière universitaire et politique et il est devenu simple légionnaire. Donc, c'était assez impressionnant comme parcours. Et puis, la Légion a plusieurs cas comme ça, des histoires extraordinaires. C'est vraiment très joli. Alors moi, je voudrais revenir sur un sujet que nous n'avons pas évoqué, c'est celui de la nationalité française. Tout étranger qui rentre dans la Légion l'obtient après ses 5 ans. Comment ça se passe ? Non, pour ça, c'est minimum 5 ans. Et il faut avoir, soit avoir reçu, pour ceux qui partent après civil, avoir le certificat de bonne conduite, pour pouvoir faire le dossier. Ou s'il est en activité, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Donc, c'est pas obligatoire, c'est pas gagné. Même si ça dépend de votre manière de service. Si vous avez fait des bêtises ou pas pendant la Légion, vous serez peut-être retardé. Voilà, ça dépend ce que vous faites. Mais il faut montrer, de plus d'avoir fait un contrat de 5 ans, montrer qu'on est intéressé par la France. Voilà. Et pas un simple job qu'on peut faire 5 ans et après partir. Il y en a qui ont 30, 40 ans de service et qui sont toujours, qui ne sont pas toujours français, on va dire. Voilà. Et donc, ça veut dire concrètement, c'est plus une légende qu'autre chose quand on entend on parle de la nationalité par le sang. Donc finalement, c'est d'être français par le sang, c'est inexact. Un légionnaire qui veut devenir français, il faut qu'il en fasse la demande. Comment ça se passe ? Il doit faire la demande. Ça lui de faire la demande et voir avec ses supérieurs si il peut ou il ne peut pas. Voilà. Donc, quand on dit par le sang versé, c'est parce qu'il a vraiment été. Quand il y a eu certains en ex-Yougoslavie où ils ont eu la jambe coupée et se sont retrouvés plusieurs années après français par le sang versé. Oui. Mais oui. Donc, c'est pour souligner ce que vous dites, il y a quelque part un aspect légendaire à ce qui, au fond, est devenu un projet de loi dans les années 90, il me semble. Mais c'est vrai que surtout la Première Guerre mondiale, c'est déjà une idée qui commence à gagner les esprits. Je me souviens par ailleurs le soldat Bonelli qui en 1920 avait écrit un poème sur l'idée d'être français par le sang versé. Et j'ai toujours la dernière strophe dans mon esprit, je peux la citer. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Ah, c'est super joli. Ça, c'est une strophe qui était écrite, je me souviens, sur le mur du musée de la Légion étrangère. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de son héritage et puis qui a contribué à la légende. Mais, comme le souligne M. Cailloux, c'est quelque chose qui est entré dans la réalité parce qu'effectivement, il y a des soldats qui ont été blessés au cours d'une opération extérieure et qui souhaitaient devenir français. Et donc, à l'époque, il fallait quand même passer au travers de toute une procédure administrative très exigeante. Et puis, il y a des anciens de la Légion étrangère qui ont dit « mais ça n'a pas de bon sens, il faudrait simplifier le processus ». Et puis, ils ont déclenché cette procédure judiciaire pour qu'un légionnaire qui versait son sang pour la France
puisse demander la nationalité sans passer à travers toute la procédure. Et donc, c'est possible, mais c'est au choix. Donc, c'est pas automatique. Le légionnaire doit le demander. Et puis, voilà, c'est toute une histoire, cette idée de français par le sang versé. Oui. Alors, dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, vous en avez entendu parler, c'est cette fameuse... vous en avez entendu parler, pardon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la façon dont on devient, dont on peut postuler à la Légion étrangère. Comment ça se passe concrètement? Qui sont ceux qui rentrent à la Légion? Est-ce que j'ai entendu dire que les crimes de sang, on pouvait avoir fait des bêtises? Les crimes de sang, on les accepte pas à la Légion. Par contre, ceux qui ont fait des bêtises, à partir du moment où elles sont pas trop graves, les personnes peuvent postuler pour rentrer à la Légion. Comment est-ce qu'on rentre dans la Légion et quels sont c'est par vague, je sais, les nationalités. Quelles sont en ce moment les nationalités les plus présentes au sein de la Légion? Donc, pour entrer, il suffit de savoir, on va dire, 17 ans et demi, maximum 40 ans, et avoir une pièce justificative de son nom. Voilà. C'est-à-dire que vous allez rentrer avec votre pièce d'identité. Là, on va vous faire quelques tests. Et tout de suite, moi en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi il y a maintenant quelques années maintenant. Je suis de français, je suis passé à Suisse. J'ai changé mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Et quelques années après, j'ai récupéré mon identité. Alors là, j'ai pas compris du tout, Laurent. Vous étiez français, vous avez demandé à être suisse, c'est ça? Non, c'est les Français quand ils rentrent à la Légion. À une certaine époque, soit ils devenaient tout de suite canadiens, voilà. Soit belge, luxembourgeois, suisse ou monégasque. Oui, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on change la nationalité des gens comme ça? Ah, je comprends pas l'utilité. Et est-ce qu'il y a un pont avec, il y a un accord avec les pays pour leur, j'allais dire leur donner enfin, je comprends pas, des nationalités différentes? C'était pour effacer leur histoire et justement, on va dire, refaire vraiment une naissance en disant bon. On ne sait pas pourquoi tu es là. Tu viens, on rechange ta vie, et d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, tu peux récupérer ta vraie identité. Ah d'accord, donc ça veut dire concrètement que quelqu'un qui rentre à la Légion, s'il veut changer de nationalité, il peut et il pourra garder celle qu'on lui donne, c'est ça? C'est-à-dire uniquement pour les Français. Le russe reste russe. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Ah, ça veut dire que le français, par exemple, Corée. Le français qui, pour X raison, qu'il ait fait des bêtises ou pas, qui veut changer de nationalité, on va lui attribuer une autre nationalité, c'est ça? Oui. Mais alors, il n'y a pas toutes les nationalités disponibles. Je suppose qu'il y a des accords diplomatiques qui ont permis ce genre de choses. Alors là, c'est pas mon niveau, on va dire. D'accord, mais je veux dire, est-ce que vous savez, Laurent, s'il y a 36 nationalités qu'on propose aux gens, enfin qu'on impose aux gens, ou s'il y en a que toujours les mêmes? Non, c'est toujours les mêmes. Donc c'est suisse ou canadien? C'est tous les pays que je viens de vous dire, canadiens, belges, luxembourgeois. Ouais, tous ceux qui parlent français, Suisse quoi. Et monégasque. Et monégasque, évidemment. C'est tout. Ah, c'est cool d'être monégasque. J'ai voulu rester suisse, moi, mon vieux Ah ouais, ça aurait été pas mal, ça. Dommage. Ouais. Voilà, pourtant, j'ai posé la question, j'ai dit, tiens, je suis obligé de récupérer mon identité. Je lui ai dit, je veux bien, mais je peux rester suisse. Ils n'ont pas voulu. D'accord, il aurait fallu que vous gardiez l'autre identité, c'est ça? Non, mais là, il fallait quand même... non. D'accord, il fallait avoir des raisons particulières. C'est ça? Là, c'est pas le cas. Alors. Si ça prend pour le plaisir assez suisse, c'était bien. D'accord. Non, mais je veux dire, une personne qui veut garder l'identité qu'on lui a donnée, elle peut la garder. Et c'est-à-dire qu'on choisit pour vous votre nom, votre prénom, comment ça se passe? Alors, le prénom, c'est vraiment le hasard. Le nom, c'est, on va dire, on récupère la première lettre de votre nom de famille. Et là, on le transforme. Moi, ça a été pris sur un annuaire, par exemple.
Ah oui. Voilà. Et votre prénom, on l'a changé ou vous pouvez garder quand même le même? On peut garder le même. Ah oui, Mais quand même, après, ça, d'accord. c'est uniquement, on va dire, le recruteur qui est en face de vous, qui dit, bah tiens, toi, tu as une tête de Pierre, toi, tu as une tête de Stéphane, de Jean-Luc, voilà. D'accord. Mais avec un si beau prénom que celui de Laurent, vous ne pouviez que garder celui-là, cher Laurent. Si, non, ils ont eu de l'humour, il manquait Pierre. Oh là 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 là. Oh, quel sacrilège. Heureusement que vous avez Vous récupéré votre voyez beau prénom. vous voyez le jeu de mots? Oui, non, du Comment il tout. s'appelle? D'accord. Ah, oh, Comment? d'accord, mais j'avais pas Voilà. compris, évidemment. Ah, Pierre Caillot. voilà, ça y est. D'accord, Pierre Caillot. Oui. Oh non, mais là, je me suis dit, bon, ça commence bien. Voilà. Voilà. Et Voilà, alors, donc, vous y êtes depuis combien de temps, Laurent Caillot, au sein de la Légion? Bah, ça fait plus de 20 ans maintenant. Pardon? Ça fait plus de 20 ans. Waouh! Ah oui, quand même. Ben, écoutez, pourtant, moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer. Jamais j'aurais imaginé que vous aviez déjà cet âge-là. Je devine à peu près. Et je suis impressionné. Et puis, 20 ans de Légion, c'est quand même extraordinaire. Et quel grade vous avez, du coup? Un caporal-chef. Caporal-chef. Ah ben dites donc, c'est quand même remarquable, 20 ans de Légion. Bravo, toutes mes félicitations au passage. Bah écoutez, c'est remarquable. Remarquable. Alors, sur le recrutement, donc je le disais, il y a par vague, évidemment, ça dépend des conflits dans certains pays, etc. Il y a beaucoup de certaines nationalités qui rentrent au sein de la Légion. Quelles sont les nationalités très fortement présentes actuellement? C'est vrai que l'on l'a vraiment, c'est des vagues vraiment diverses. Ça peut être vraiment spécifique, pays de l'Est. Des fois, c'est vraiment latino. Mais c'est toujours des vagues qui vont durer, ça peut être 3, 4 ans. Et après, on change tout. Voilà. Ça dépend des pays, comment ça se passe. S'il y a des pays qui sont en conflit, les gens préfèrent partir et refaire leur vie ailleurs. Il peut y avoir de toute façon plusieurs raisons pourquoi on a autant, on peut avoir autant de Sud-Américains ou d'Africains. Voilà. Et oui. pour les personnes qui rentrent au sein de la Légion, il y a des cours de français obligatoires. Comment ça se passe? Ou alors est-ce qu'ils apprennent sur le tard, ils doivent se débrouiller? Alors, c'est l'avantage d'être français. L'avantage, c'est de l'humour, bien sûr. Vous faites vos classes, comme tout le monde, et on vous donne deux légionnaires des pays où des fois vous ne savez même pas que ça peut exister. Et c'est à vous de apprendre le français. Ah oui, donc il y a toujours cet esprit de famille qui veut qu'on s'appuie sur son frère d'armes. Voilà. Et bien sûr, vous êtes noté dessus. Pardon, de vous êtes noté dessus? Vous êtes noté pour savoir si vous êtes capable vraiment de donner des cours, expliquer. Alors, si vous parlez anglais ou russe, ça peut être très bien. Mais c'est vrai que si vous parlez uniquement français pour apprendre le français à une personne qui vient de Biélorussie ou de Corée du Sud, ça peut être compliqué. Ouais. Donc là, il faut voir aussi que la personne face de vous n'a pas fait forcément de hautes études. Ça peut être vraiment le bûcheron en Russie ou l'ancien officier en Ukraine ou ailleurs. Ouais. Alors, pour terminer, parce que nous arrivons à la fin de notre émission, il ne nous reste plus qu'une minute et demie à peu près. Je voudrais que vous nous expliquiez tous les deux pourquoi, au moment du défilé du 14 juillet, le seul corps qui ne se divise pas en deux devant le président de la République, c'est celui de la Légion. Mélanie commence. Parce que la Légion reste toujours ensemble. Elle est indivisible. Et puis, voilà. C'est une marque de fraternité pour eux. Ils ne se divisent pas. Et puis, ils se distinguent également par la vitesse de marche. Donc, je ne me souviens plus exactement c'est combien de pas par minute, mais c'est le pas le plus lent.
Et c'est le cas 88 également de pas. la garde, l'ancienne garde napoléonienne. Donc, il y a tout un héritage historique qui les accompagne. Et puis, donc, il y a tout ça pour... pardon? Non, donc les 88 pas minutes datent de l'ancienne monarchie. Ah, Voilà. ben voilà. C'est-à-dire, Oui, c'est pas La notre nom. correction. Voilà. Donc voilà, c'est Ah, mais c'est donc excellent. Voilà. Donc, ça sous remonte Louis encore à XVI plus déjà loin. c'était beaucoup plus loin, oui, c'est pour ça. Voilà. Et Donc, c'est vrai ça que remonte à très loin. on reste vraiment d'un bloc. On se divise Oui, pas par voilà. rapport aux autres qui se divisent en deux. C'est ça. Oui. Je crois qu'il y a seulement une seule exception, c'est au défilé qui a suivi la victoire de la Grande Guerre. La Légion étrangère était au tout début du défilé, mais sinon, pour toutes les autres années, la Légion étrangère arrive en dernier du défilé. Et bien sûr, on est les plus applaudis. Voilà. Donc c'est vrai que quand on défile, on est vraiment les plus applaudis de tous les régiments qui peuvent passer. Voilà. eh bien écoutez, un grand merci pour ce moment passionnant, chère Mélanie Courtemanche d'Encausse et cher Laurent Cailloux. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux. J'ai appris beaucoup de choses. Pourtant, j'avais suivi un certain nombre de reportages à la télévision, mais avec vous, on en apprend encore plus. Donc un grand merci tous les deux et encore bravo. Bravo également à tous ces soldats et s'il y en a qui nous écoutent, bonsoir et merci encore beaucoup pour votre engagement pour nous et bravo à la Légion étrangère et bravo Laurent pour votre engagement. Et Mélanie, un petit mot personnel, merci beaucoup et bonne chance pour la personne qui vous est proche et qui veut rentrer dans la Légion. Merci beaucoup chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Vous venez d'entendre le libre journal de la vie française dirigé par Laurent Poultier-Duménil, assisté de Constance, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 5 janvier 2021 de 18h à 21h et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.